Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Alexandra Calmi, professeur de médecine à l'Université de Genève. Beaucoup d'entre vous l'ont vu pendant toute la crise du Covid, presque quotidiennement à la télévision. Elle a, avec beaucoup de calme, de conviction et un grand sens de la communication. Alors, on est très heureux de l'accueillir. Bon, c'est une enfant du pays. Voilà. Et qui fait une très très belle carrière d'infectiologue au niveau suisse et au niveau international. Elle siège sur plusieurs commissions en Suisse, en France, concernant les maladies infectieuses. Mais ce qui la caractérise aussi, c'est qu'elle représente une médecine engagée depuis toute jeune. Elle s'est engagée, bon, je suis sûr que Louisa va nous en parler, va lui demander pas mal de questions là-dessus. Donc, c'est plus qu'une scientifique, c'est plus qu'un médecin, c'est une personne engagée dans son temps en plein 21e siècle. Voilà, bonne soirée, merci. Bonsoir Alexandra, je suis ravie de faire équipe avec vous ce soir. Merci d'être là. Je vous remercie d'être là. Je remercie François, je remercie Michel, Charlotte et toute l'équipe de Swiss Med Culture de me donner la possibilité d'être avec vous ce soir pour cet échange avec le docteur Calmi. Comme nous l'a dit tout à l'heure François, Alexandra, vous êtes une enfant du pays. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos liens avec Grand Montana? Oui, d'abord, je suis ravie d'être là. Merci aux organisateurs de m'avoir invitée. Et puis, il y a aussi beaucoup de membres de ma famille qui sont là, que je remercie. C'est vraiment très touchant pour moi d'être là, ici, à Grand Montana. Mes liens à Grand Montana sont, enfin, à Plan-Mayen, si je peux me permettre d'être plus précise encore, c'est toute ma vie, toutes mes vacances depuis l'âge de... je ne sais même pas, 1 an, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, Eliane? En tout cas, très très jeune, toutes les vacances ont eu lieu ici, puisque justement, il n'y avait pas de famille du côté de mon père, j'avais pas de famille, ma grand-mère est décédée quand j'étais toute jeune, et on n'avait pas de famille ailleurs qu'ici à Grand Montana. Donc, toutes mes vacances, mes grands-parents habitaient ici, donc toutes mes vacances d'automne, avec la vigne, les vacances de patates, etc., c'était toujours ici à Grand Montana. Donc j'ai énormément de souvenirs d'enfance, de très beaux souvenirs aussi de famille, avec les cousins et les cousines. Et le fait que je sois née à Genève, je pensais que je suis genevoise, mais quand je suis partie vivre une année au Cambodge, ce qui m'a manqué, vraiment, je me suis rendu compte, c'était le paysage d'ici. C'était ici qui me manquait, c'était pas Genève. C'est quelque chose d'assez profond et d'assez important pour moi. Dès que j'arrive... ici, il y a comme une petite ouverture et un sourire qui fait que j'ai toujours beaucoup de peine à en repartir. Alors, justement, vous avez évoqué le Cambodge. Vous avez hésité avant de choisir la médecine. Je crois qu'il y avait d'autres métiers peut-être qui vous faisaient envie, qui vous passionnaient, et notamment, je crois, le journalisme. Oui, alors journaliste et puis astronaute. Alors, je dis ça parce qu'il y a la semaine prochaine, j'avais envie de partir et de découvrir. Ça, c'était vraiment le point qui était central pour moi. C'était de profiter de ce passeport tout neuf que j'avais pour découvrir, partir et puis voir un peu l'ailleurs. Ça a toujours été important. Alors astronaute, j'ai vite abandonné parce que comme j'ai mal au cœur en voiture, je me suis dit que c'était clairement pas pour moi. Donc je vais essayer de venir la semaine prochaine pour écouter ceux qui ont eu la chance de faire cette carrière-là. C'est vraiment extraordinaire, je pense, de voir la Terre d'en haut. Évidemment, j'aurai jamais cette chance. Mais par contre, partir, oui, et ça c'était quelque chose d'important pour moi, pour prendre du recul et voir les choses d'un autre point de vue. Mais par rapport à ce que vous disiez, ça reste très important pour moi, l'ancrage. Je pense que la chance que moi j'ai eue, beaucoup peut-être de personnes ont cette chance, mais pas tout le monde, c'est la chance quand même d'avoir un ancrage. Mon ancrage, c'était ici, c'était ma famille d'ici, c'était la famille de ma mère, mes cousins, cousines, oncles et tantes, cousins, etc. Donc tout ça, c'est un ancrage qui rend plus fort quand on peut aller ailleurs et puis voir l'ailleurs de manière différente. Et je suis très reconnaissante, encore une fois, à cette vie de famille qui m'a permis d'avoir envie d'aller ailleurs, de sortir d'une zone de confort sans inquiétude.
Ça, c'était quelque chose d'important. Parce que mon père, lui, était toujours inquiet de tout. C'était la transmission, l'hérédité de la migration chez lui se manifestait par la peur. L'angoisse, l'anxiété, peur de tout. J'espère que je ne trahis pas sa pensée, mais je pense qu'il se reconnaîtrait très facilement si je dis ça. Et pour moi, donc il fallait sortir de ça. Et la manière de sortir, c'est que grâce à cet ancrage, grâce à l'amour que j'ai eu ici, en famille, ça m'a permis d'aller voir ailleurs sans avoir peur et d'appréhender les choses et les gens différents. Et c'était une source de richesse énorme. Et vous êtes partie très jeune, et notamment en Haïti. Ça a été une expérience très importante pour vous, je crois. Oui, c'était un peu fondateur. C'était l'idée de voir l'ailleurs. Alors, j'étais en plus, j'avais 17 ans, j'avais fini ma mature un peu plus tôt, donc dès que j'ai fini, je suis partie en Haïti avec un groupe protestant de gens qui faisaient de l'humanitaire. Je ne sais pas si on peut parler d'humanitaire quand on est jeune et qu'on ne sait rien faire, mais en tout cas, voilà, c'est dans un but de découvrir, je dirais. Mais je suis arrivée à un moment de tension politique assez majeure, donc on a été d'abord confinés à Port-au-Prince pendant 3 semaines sans pouvoir bouger de la maison, donc j'ai vite compris que c'était pas si simple ailleurs, que l'ailleurs était quand même très compliqué. Et donc ça m'a donné, j'ai vu aussi des personnes qui étaient inquiètes d'un soulèvement politique qui peut-être allait leur ôter la vie. Hein. C'était Haïti, c'était vraiment, ça reste très compliqué. J'y suis jamais retournée. Mais donc j'ai découvert d'abord ça. L'ailleurs, c'était le confinement, pour utiliser un terme qu'on maintenant on utilise différemment, mais le confinement pendant 3 semaines sur les collines de Port-au-Prince, parce qu'il y avait le soulèvement politique à ce moment-là et qu'on ne pouvait pas sortir de la capitale. Et puis ensuite, on est parti à Canberra, on est sorti donc de la capitale, et puis là, eh bien, j'ai découvert ce que c'était d'autres jeunes de mon âge, 17, 18 ans, des jeunes qui risquaient leur vie pour des convictions. On parlait de politique jusqu'à 3h du matin, et là je me suis dit, la politique c'est pas juste un jeu dans un hémicycle, c'est quelque chose de très important. La politique, ça change la vie des gens. Et certes, j'avais une mère politicienne, mais elle était encore jeune à l'époque, enfin, elle était jeune à l'époque où moi j'étais jeune, et donc j'avais pas tout à fait appréhendé cet aspect-là de la politique. Et là j'ai découvert une politique engagée, alors une politique qui fait que on peut changer la vie des gens, on peut changer sa propre vie, mais on se met aussi en danger. Et ça, c'était quelque chose de très nouveau et de très très important, plus même que l'aspect humanitaire, médical que j'ai découvert là, mais qui était l'aspect de l'engagement. C'était peut-être mon premier engagement. Alors, ce qui est intéressant quand on a préparé cette rencontre ensemble, vous me disiez, en fait, je souhaitais aussi être journaliste pour pouvoir changer le monde, et vous êtes dit, mais au fond, c'est compliqué de changer le monde, alors que peut-être la médecine réussit à changer la vie des gens, d'une personne. Est-ce que, à votre retour d'Haïti, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, la médecine, c'est ma voie, c'est ma vocation? En tout cas, c'est exactement ça. Bon, on était confinés. 2, la possibilité d'action en Haïti était extrêmement limitée. C'était un régime où les gens ne pouvaient pas parler, etc. Et puis aussi, j'avais vu des choses absolument incroyables, des hélicoptères qui distribuaient du riz en laissant tomber le riz. Je ne sais même pas si ça existe encore, ça, peut-être, mais ils laissaient tomber le riz comme ça sur les villes pour que les gens aient à manger, alors qu'il y avait des rizières partout en Haïti. Donc c'était quelque chose de très très bizarre, et je me suis dit, mon Dieu, la tâche est gigantesque pour arriver à changer ça. Je me sentais complètement impuissante. Et par contre, dans ce séjour-là, eh bien, oui, on voyait des gens qui étaient malades, il n'y avait pas de médecins, il y avait des maisons de santé qui étaient assez régulièrement distribuées sur le territoire, mais où il y avait très peu de personnel qualifié. Et je me suis dit, si on commence peut-être par là, c'est des petites choses, mais si on voit un jeune enfant et puis qu'on arrive à lui donner un antibiotique et qu'il va mieux avec ça, on leur a fait du bien. Tandis que comment stopper le riz qui tombe des hélicoptères américains, ça me semblait vraiment une tâche impossible. Et puis Haïti résonnait aussi différemment. Alors là, je fais le pas avec le sida, mais pour ceux qui se souviennent, à l'époque, les 4 H, il y avait Haïti dedans. Donc parmi les facteurs de risque, les populations les plus à risque d'acquérir le VIH, le sida, c'était les 4 H, donc les héroïnomanes, les hémophiles, les homosexuels et les Haïtiens. Et ça me semblait une très très grande injustice d'avoir comme ça
restreint le spectre d'une maladie mortelle. Il faut s'imaginer ce que c'était en 87, le VIH. Hein, tout le monde mourait du VIH, il n'y avait pas de médicaments actifs. Et donc ça m'avait bouleversée qu'on mette un pays entier dans la case sida. Et quand j'étais partie, la première question que les gens me posaient, c'était pas « qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu vas rencontrer des gens, tu vas, etc., découvrir une nouvelle culture ». Non, c'était « oh mon Dieu, fais attention, il y a du sida là-bas ». Et donc là, je n'étais pas encore du tout dans le domaine ni médical, ni du sida, mais ça m'a beaucoup interpellée parce que tous les gens à qui je parlais de mon voyage en rentrant, ou même avant de partir, m'avaient dit « tu dois faire très très attention, c'est un pays, tu vas revenir avec le sida ». Et moi-même, je me disais, oh mon Dieu, peut-être qu'en touchant les gens, il doit y avoir quelque chose de vraiment grave dans ce pays pour que tout le monde parle de ce pays avec cette étiquette, cette caricature, cette stigmatisation qui a été la marque de fabrique, malheureusement, du sida les 40 dernières années. Mais enfin voilà, donc ça a été peut-être aussi un passage pour moi. Quand j'ai commencé la médecine, je me suis d'emblée dit que ce qui m'intéressait, c'était, dans la médecine, c'était le lien avec la société et le lien avec cette pandémie qui était celle du sida à l'époque. Alors, moi je me souviens aussi qu'à un moment donné, comme vous le dites, les gens avaient peur, on se disait, voilà, en touchant un malade ou une malade, on peut attraper le sida. Il y a certaines personnalités qui ont sensibilisé l'opinion publique. Et je me souviens notamment de ces images où l'on voyait la princesse Diana qui allait vers des malades du sida, qui leur serrait la main, etc. Des artistes aussi se sont beaucoup mobilisés. Est-ce que ça, à votre avis, ça a aidé au fond à cette prise de conscience, de se dire, ben, au fond le sida, il est dans la société, il est là, c'est pas en touchant la main de quelqu'un qu'on va attraper le sida, mais il faut vraiment que les médecins, effectivement, puissent faire leur travail. Est-ce que vous pensez que cette sensibilisation de certaines personnalités vous a aidé, vous, en tant que médecin, dans votre travail ? Alors certainement, mais bien avant d'être médecin. Je pense que la mobilisation de la communauté, de toute la communauté artistique, mais de la vie civile finalement, a été clé dans le domaine du sida, et peut-être même les médecins n'étaient pas les premiers activistes, au contraire. Donc je crois que le sida a montré une chose qu'on a revécue il n'y a pas très longtemps avec le fameux SARS-CoV-2, avec le Covid, c'est qu'on ne peut pas guérir, on ne peut pas soigner sans avoir une harmonie finalement avec la communauté dans laquelle on vit. Finalement, on n'aurait pas pu, même peut-être, développer des médicaments contre le sida ou contre le Covid, mais développer des médicaments contre le sida s'il n'y avait pas eu cet activisme à l'époque. Parce que l'activisme a été utile pour pousser les boîtes pharmaceutiques, pour fabriquer, développer des nouveaux médicaments, mais aussi pour les mettre à disposition des plus vulnérables, des plus pauvres dans tous les pays, et pour permettre finalement à la communauté scientifique de soigner. Je me souviens pas, mais j'ai vu, j'étais encore un peu jeune à l'époque, que dans les premières conférences scientifiques sur le sida, les professeurs de médecine à l'époque, qui étaient, disons, tous en cravate, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque, avaient été, comment on peut dire, chahutés par des activistes qui trouvaient que la communauté scientifique, les médecins n'en faisaient pas assez. Et ils avaient raison. Ils avaient raison. Je crois que définitivement, depuis cette période-là, la fin des années 80, début des années 90, le lien entre les patients, les médecins, la communauté scientifique et la communauté, les politiciens, a été définitivement explosé, volé en éclats, complètement transformé par le sida. Et ça, je pense que cette révolution qu'on a vécue, on la vit une fois dans sa vie, et je crois que je suis chanceuse de l'avoir vécue du côté et de la société civile et du côté médical, finalement. J'étais de la génération où on a eu cette transition d'un certain activisme qui nous permettait d'être peut-être des meilleurs médecins, de mieux soigner, peut-être. En tout cas, c'était comme ça qu'on le vivait. Et aujourd'hui, les conférences du sida sont toujours très différentes de toutes les autres conférences de médecine, puisqu'elles incluent les personnes qui sont concernées finalement. Et je crois vraiment que la médecine a été transformée par la pandémie du VIH-Sida. Et ici, en Suisse, et notamment à Genève, il y a eu aussi cette sensibilisation. Moi, je me souviens, au sein de l'OMS, par exemple, et on avait un des médecins qui était vraiment
je dirais, à la pointe de cela. Il y a eu le 1er décembre qui a été décidé comme date pour sensibiliser à la question du sida. Donc, comme vous le dites, ça a été une révolution, effectivement, dans nos sociétés, au niveau de la médecine. Vous l'avez vécu vous-même. Et vous avez aussi vécu un autre phénomène très important, c'est évidemment le Covid, où on vous a vu en première ligne, sensibiliser, expliquer. Vous avez eu, je dirais, cette capacité pédagogique de nous expliquer tous les soirs quand on vous voyait très souvent à la télévision, parce que, effectivement, j'ai envie de vous dire, le Covid a changé la vie des médecins, la vie du monde, au fond. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins au fond du Covid. Est-ce qu'on l'a oublié? Est-ce qu'on l'a mis de côté? Est-ce que le Covid est toujours là? Vous qui l'avez vécu, je dirais, en première ligne, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça a changé, à votre avis? Bon, ça a évidemment tout changé. Hein. C'était il y a exactement 3 ans, tout le monde s'en souvient. Je pense que tout le monde se souvient du jour, de ce qu'il faisait le jour du confinement. Nous, en tout cas, on allait partir en vacances et puis on n'est pas parti. Donc, évidemment, ça a tout changé, le Covid. D'abord, ce qui a changé, pour moi qui n'avais pas vécu, en tout cas, la période initiale du sida, ce qui a vraiment changé dans le Covid, c'est qu'on découvrait, avec les personnes malades, une maladie nouvelle. Et ce qui était très spécial en tant que médecin, donc j'étais dans la première unité ouverte des patients Covid, c'est que on devait s'approcher des malades qui avaient leurs interrogations, leurs inquiétudes, et on était incapable de répondre à leurs questions. Donc, je me souviens de patients qui me demandaient, mais ça met 10 jours pour s'aggraver, et moi, est-ce que je vais m'aggraver? Moi, est-ce que je suis à risque de mourir? Et puis, on était la 2e semaine, on n'en savait rien. On n'avait aucune idée de qui était vraiment à risque d'être grave ou pas. Et puis, peut-être ce qui m'a le plus choquée personnellement, c'était une fois une patiente très âgée qui manifestement avait une maladie Covid très sévère, qui allait mourir. Donc on est allé discuter pour lui dire qu'on n'allait pas lui proposer d'aller aux soins intensifs. Elle était très âgée, que les risques de séquelles aux soins intensifs seraient très importants et que probablement ma foi, on l'aiderait à mourir avec le moins de souffrance possible. Et là, elle a vraiment elle a éclaté en sanglots, elle a dit « Faites-le pas pour moi, ça m'est égal, je peux mourir, j'ai 85 ans, mais c'est ma fille qui m'a transmis le Covid et elle va vivre toute sa vie avec cette culpabilité. Donc je veux pas mourir, je veux aller aux soins intensifs, parce que sinon c'est ma fille qui va pas pouvoir vivre sa vie, et elle est jeune, et je veux que ma fille vive bien. » Et là, c'est pas arrivé qu'une seule fois, mais évidemment à moi, c'est toujours l'histoire qui m'est arrivée à moi, donc qui m'avait beaucoup touchée. Et puis, donc on avait demandé l'avis aux soins intensifs, on leur avait dit, il faut quand même prendre cette dame. Ils nous avaient dit, non, il n'y a vraiment aucune raison qu'on la prenne, elle va mourir, et on prend la place de quelqu'un d'autre. Et on est resté très peinés. On se souvient aussi qu'à l'époque, les enfants ne pouvaient pas visiter leurs parents. Donc, on est resté vraiment très mal à l'aise. Et donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, je me suis dit, bon, des fois, il faut être... Donc, j'ai fait venir cette fille, elle avait 60 ans, elle n'était pas toute jeune. Je l'ai fait venir quand même à l'hôpital. Et j'ai discuté avec elle pour essayer d'enlever cette culpabilité et qu'elle puisse voir sa mère une dernière fois. Parce qu'effectivement, je me suis dit, on ne peut pas vivre avec cette culpabilité d'avoir transmis une maladie mortelle. Puisque finalement, c'est le fait de toutes les pandémies, c'est des maladies transmissibles. Personne n'est coupable de transmettre une maladie transmissible, c'est comme ça. Personne n'y peut rien, personne n'est coupable. Mais il y avait cette ambiance dont on se souvient tous, qu'il y avait des gens qui transmettaient la maladie parce qu'ils ne mettaient pas le masque, parce que ci, parce que ça, après parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc il y a une espèce de morale qui glisse subrepticement un peu dès qu'il y a une maladie transmissible, et qui est extrêmement pénalisante et qui ne sert à rien en fait pour contrôler la pandémie. Et dans la situation personnelle de cette femme, j'espère en tout cas que cette fille, c'était une dame déjà d'un certain âge, peut vivre bien la situation du décès de sa mère sans se sentir coupable. Mais cette culpabilité de peut-être avoir transmis la mort à quelqu'un, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée et qui était même présent au sein des soignants.
il y avait des soignants. Alors honnêtement, j'en faisais pas partie, je crois pas, mais il y avait des soignants qui rentraient à la maison, qui se déshabillaient totalement, qui étaient tellement inquiets de transmettre à leurs enfants le Covid qu'ils étaient arrivés à avoir un certain nombre de précautions, je dirais peut-être même un peu obsessionnelles par rapport au risque de transmettre cette maladie. J'avais pas moi ce souci-là, je vivais avec mes filles à la maison et je n'avais pas ce souci, mais j'étais ravie de vivre avec mes filles parce que c'était quand même un retour à la vie normale qui était vraiment nécessaire. Il faut s'imaginer, on partait le matin travailler à 7h, les rues de Carouge que je traversais à pied étaient vides. J'allais même pas à vélo parce que ça allait trop vite. Je voulais pas aller à vélo parce que j'avais besoin de ce sas de décompression avant et après, parce qu'on avait l'impression d'aller dans un camp. Moi, j'avais vécu ça, j'avoue, j'aime pas faire ce parallèle, c'est presque honteux, mais j'avais vécu ça au Rwanda quand on allait dans des camps choléra. C'est vraiment, on a l'impression de traverser une ville morte, d'arriver à l'hôpital où il y a 900 lits partout, même dans les couloirs, et de gens avec de l'oxygène, et puis on ressort le soir, il fait nuit. Et j'avais décidé de ne plus prendre mon vélo pour avoir l'occasion de marcher un peu dans la ville et pour faire un sas de décompression. Donc oui, Covid, évidemment, ça a été quelque chose d'incroyable. Mais c'est fou comme on est résilient quand même, parce qu'aujourd'hui, personne n'a un masque dans la salle. Moi non plus, j'en ai pas avec moi. J'ai vu que vous en aviez un. Dans mon sac. Je pense que c'est bien. Mais oui, on est très résilient. Je pense qu'on arrive à oublier. Heureusement qu'on arrive à oublier aussi. Parce qu'aujourd'hui, on va vivre avec ce virus. Et puis, je pense qu'on peut vivre sans être inquiet. Parce que ce virus, il fait partie de nos vies. Je pense qu'il ne va pas... Enfin, en tout cas, je n'ai pas de prédiction. C'est vraiment trop difficile de faire des prédictions. Mais probablement qu'on va vivre encore un long moment avec ce virus. Peut-être comme avec la grippe. Et qu'on va pouvoir vivre sereinement avec ce virus aussi. Donc on a été résilients, hein, parce que vraiment, j'avoue que j'entendais ce matin, toute l'aviation a repris, le tourisme a repris, on a oublié tout ça, mais si on revient en arrière, qu'on fait ce flashback, on a vécu une période totalement extraordinaire. Je ne sais pas comment on s'est sorti de ça. À un moment donné, je me dis, on ne va jamais sortir de ça, le monde s'arrête. Il y avait un film de Spielberg qui s'appelait Contagion, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Je l'ai revu, enfin je ne l'avais même pas vu, je l'ai vu après d'ailleurs. Et je me suis dit, il avait déjà tout vécu. Mais pour lui, c'était la fin du monde. Pour nous, le monde a repris. Donc, alors, il y a on s'en félicite. Vraiment, on s'en félicite parce que moi, je me souviens qu'il y a peut-être une année, quand on se rencontrait ici, tout le monde avait un masque, effectivement, on l'enlevait juste pour pouvoir dialoguer et après, on sortait tous avec le masque. On a aussi changé le regard par rapport aux soignants, je pense, avec le Covid. On s'est rendu compte, au fond, de l'importance primordiale des soignants, que ce soit les aides-soignants, que ce soit les infirmiers, les infirmières, les médecins. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on les a assez valorisés ou bien, au fond, comme vous dites, on est résilient, on oublie, et puis, voilà, back to work et tant pis, au fond, rien n'a changé vraiment. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous côtoyez tous les jours à l'hôpital vos collègues, mais aussi des soignants? Est-ce que cette perception-là, elle a changé ou est-ce qu'au fond, on est revenu à la situation d'avant? J'aimerais poser la question à la salle plutôt, mais bon, il y a eu ensuite cette votation sur la valorisation du métier des infirmiers et des infirmières. Ça, je pense que c'était quand même un héritage du Covid et c'était bienvenu. Après, ce que je vois dans les hôpitaux, c'est une certaine fatigue. C'est une certaine fatigue. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous sont encore fatigués de cette période-là. Donc oui, il y a eu une valorisation claire du métier de soignant, pas d'ailleurs que des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes. Il y a vraiment eu toute l'ambiance de l'hôpital, des gens qui travaillaient à l'hôpital qui ont été très bien reconnus pendant cette période. Il n'y avait pas que d'ailleurs, hein, on avait les vendeuses, enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour que la vie reste possible quand même dans cette période. Mais aujourd'hui, j'ai de la peine à répondre exactement à votre question parce que je constate quand même que beaucoup de gens se sentent, beaucoup de soignants ne se sentent pas autant valorisés que ça. Et c'est loin d'être que financier, je dirais. C'est pas que financier. C'est les longues heures de travail, les week-ends de travail, voilà. C'est l'absence de possibilité de prendre ses vacances quand on veut, certaines contraintes.
qui sont de plus en plus difficiles à accepter dans notre société, dans notre métier aussi. Et peut-être nous, on vient d'une génération, en tout cas moi, je viens d'une génération où il y avait l'aspect peut-être d'une vocation. Ma foi, c'est comme ça, quand on est médecin, on fait des week-ends, on fait des nuits, et puis il n'y a pas vraiment de discussion. Je ne me suis jamais vue dire, ben non, finalement, je n'ai pas envie de travailler ce week-end. Mais la société change, je pense que c'est bien que la société change aussi, parce que voilà, les personnes, je pense qu'on peut aussi faire des erreurs quand on fait des heures de travail sans discontinuer, etc. Donc c'est bien d'avoir des périodes de repos. Et aujourd'hui, ce dilemme, il est à l'hôpital. C'est-à-dire, il y a aussi un dilemme de génération, il y a aussi une nécessité de valoriser, pas seulement en salaire, mais aussi en temps, les gens, de reconnaître ce métier qui est vraiment difficile. Et puis, moi, j'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour les médecins qui travaillent en ville, dans des zones reculées, et qui sont proches des personnes, parce qu'être médecin ou infirmière ou infirmier ou soignant en général, peut-être je dirais soignant en général, c'est aussi être proche de l'autre, c'est une certaine culture de l'approche, de l'empathie, de la gentillesse. J'ai pas peur de dire ça, je pense que c'est quand même important de dire ça. Et puis ça, je crois que ça doit être extrêmement valorisé. Alors quand on voit que les assurances nous obligent à faire 5 minutes de consultation et à compter chaque 5 minutes, ben, c'est un peu décourageant parfois, et les gens le sentent, les soignants sentent que c'est difficile, puis sûrement que les patients aussi sentent que c'est pas évident d'aller chez un médecin qui a que 5 minutes à vous consacrer. Donc cet aspect-là de l'approche, d'aller vers les gens, du médecin qui se déplaçait à domicile, chez des gens qui habitaient dans les campagnes, qui habitaient loin, ça semble être une image en perdition, c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Il faudra trouver des nouveaux modèles. Je pense que la nouvelle génération, elle va devoir trouver des nouveaux modèles pour approcher quand même à nouveau les gens. La médecine, à mon avis, ne peut pas se faire par des algorithmes, par téléphone. Ça, je ne crois pas. Donc il faudra trouver un nouveau modèle pour que les soignants se sentent bien. Et si les soignants se sentent bien, les personnes seront mieux soignées aussi. Alors, est-ce que vous pensez que les décideurs administratifs ou politiques se rendent compte, au fond, de l'importance de la médecine et de l'importance de donner les moyens, que ce soit des hôpitaux, que ce soit au personnel soignant, comme vous dites, de revenir proche au fond des gens, parce qu'on a l'impression que ces dernières années, eh bien, on demandait de faire des économies justement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, les décideurs politiques, je dirais, et administratifs, se rendent compte de ça, ou bien est-ce qu'au fond, ça va continuer comme avant? Ben, je ne sais pas si vous avez écouté le journal de 12h30. Moi, j'étais dans la voiture à 12h30, donc il y avait le journal de la RTS. Et dans le journal de la RTS, aujourd'hui à 12h30, il y avait tout un chapitre sur le déficit de l'hôpital de Fribourg. Alors Fribourg est en déficit, mais c'est en raison de l'inflation, le coût de l'énergie, et puis le coût de revalorisation des salaires, etc. Donc le reportage a duré pendant, moi je sais jamais, 2-3 minutes, je ne sais pas. Et à aucun moment on a dit, mais est-ce qu'à Fribourg, les gens sont bien soignés? Parce qu'à Fribourg, je pense que les gens sont bien soignés. Je connais plein de médecins à Fribourg qui sont d'excellents médecins. Je pense qu'à Fribourg, les gens sont bien soignés. Et je me suis dit, à l'issue de ce reportage, ils n'ont fait que de parler d'argent. C'était d'ailleurs aussi la remarque de mon compagnon. Ils font que de parler d'argent ici. Et c'est vrai, à aucun moment, ils ont dit, mais est-ce que les gens sont bien soignés? Parce que ça vaut peut-être la peine de mettre un peu d'argent pour l'hôpital de Fribourg, si les gens sont bien soignés. À mon avis, ça vaut la peine. Donc, ça, c'est des choses qui m'attristent. Quand on me dit, voilà, l'hôpital de Fribourg, après, évidemment, il y a les mêmes choses partout. Hein. On a entendu la RENA, le CHUV, les HUG, tous les hôpitaux y passent. Donc, j'aurais envie de répondre à votre question en disant non, il n'y a certainement pas une prise de conscience de cette importance-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'argent dans les hôpitaux, mais on ne parle pas du bien-être des personnes qui y sont soignées, du bien-être des soignants. Et finalement, on a tous quelqu'un de notre famille qui a été hospitalisé, qui est en difficulté physique ou psychique, et on a envie au plus profond de nous que cette personne soit bien prise en charge. Donc qu'on soit médecin ou pas médecin, je dirais, ça ne change pas grand-chose. Finalement, on veut tous que nos proches soient bien soignés. Et la santé en Suisse coûte très très cher, c'est vrai.
Mais ça dépend aussi de ce qu'on veut comme santé. Aujourd'hui, je pense que tout le monde, je parle de Fribourg, mais ici aussi, je pense en Valais, les gens sont bien soignés. Malgré tout ce qu'on a entendu, ce qui s'est passé dans les hôpitaux de cette région, les gens sont bien soignés. Je crois que c'est ça qui compte le plus. Et j'aimerais entendre des fois des politiciens dire « Oui, ça coûte cher, il y a 25 millions de déficit, je ne sais plus le chiffre exact, ne m'en voulez pas, mais ça en valait vraiment la peine. » Et j'aimerais une fois entendre dire quelqu'un « Ça en valait la peine. » Alors, on espère que quelqu'un va vous entendre. Avant de passer la parole à la salle, moi j'ai aussi une question par rapport aux assurances, à l'assurance maladie. Parce qu'en Suisse, et en tous les cas à Genève, je ne sais pas si c'est pareil en Valais, mais les assurances maladie coûtent une fortune. Est-ce que, à votre avis, là, il y aurait aussi quelque chose à faire? Parce que de plus en plus de personnes ont des difficultés pour payer leur assurance maladie. Il y a une paupérisation qui est évidente. Est-ce qu'on arrivera à, je dirais, la santé à deux vitesses? Vous le dites, la santé coûte cher, mais beaucoup de gens ne peuvent pratiquement plus se le permettre. Donc comment est-ce que vous voyez, vous, cette différence entre les deux? Ça, c'est vraiment une question extrêmement difficile parce que je vous ai parlé de la dame des soins intensifs à 85 ans. Toute personne logique dirait c'est pas normal à 85 ans d'aller aux soins intensifs, ça coûte cher, etc. Eh bien moi, par exemple, dans cette situation-là, même que je sais bien que la santé coûte cher, je trouvais normal que cette dame aille aux soins intensifs. Donc en tant que médecin, finalement, ça m'est égal. Si je pense que quelqu'un doit aller aux soins intensifs, même si ça coûte cher, je ne peux pas mettre ça dans mon équation. Pas moi. Je comprendrais que des décideurs disent en Suisse, c'est comme ça qu'on a décidé de paramétrer l'équité dans la santé. Mais moi, en tant que médecin, je ne peux pas prendre cette décision-là. Je pense que sinon, c'est trop subjectif. Donc ça, je pense que c'est la société, par des votations, par les politiciens qu'on élit, qui doit mettre les barrières de ce qui fait que la santé coûte cher et où les barrières doivent être mises. Moi, en tant que soignant, je ne peux pas le faire. Donc ça, j'entends bien que la santé coûte cher. Par rapport aux primes d'assurance maladie, je travaille à Genève, au HUG, dans une consultation de maladies infectieuses, où 50% des patients qui sont nouvellement diagnostiqués par le VIH n'ont pas d'assurance maladie ou ne sont pas capables de la payer. Donc nous, on a une mission d'intérêt général, la MIG, c'est comme ça qu'elle est, disons, appelée par les politiciens du canton de Genève. L'hôpital reçoit une mission d'intérêt général qui permet de traiter tout le monde. Donc on utilise cet argent pour financer des médicaments qu'on fait venir de pays où on peut l'avoir en générique, pour financer des caisses maladies à des patients qui ne peuvent pas le faire parce que la mission d'intérêt général, la santé publique, ne peut pas faire en sorte que certaines personnes ne soient pas traitées pour le VIH. Ça serait une hérésie que certaines personnes ne reçoivent pas de traitement en termes de santé publique d'abord, et puis individuellement, évidemment. Ça serait complètement fou d'avoir cette médecine à deux vitesses. Donc, je m'insurgerai toujours contre une médecine à deux vitesses. Et je pense que là, c'est des vrais débats de société, des vrais choix de société. Il ne faut pas laisser ça seulement au médecin dans son cabinet, tout seul décider, lui, il va aller aux soins, lui, il ne va pas aller, lui, il va être dialysé, lui, il ne va pas être dialysé. On sait tous très bien ce qui coûte cher, mais ces choix-là, c'est des choix de société. Nous, ce qu'on peut faire en tant que soignants, c'est nous assurer que tous ceux qui doivent être soignés reçoivent le traitement qu'ils doivent recevoir. Ça, c'est pour ça qu'on se bat. Et finalement, pour revenir au point de notre début, de ce que j'avais vu en Haïti, finalement, c'est ça. C'est le même combat, le même débat, d'ailleurs, quand on travaille avec MSF au Cambodge ou quand on est à Genève avec des gens qui n'ont pas d'assurance. C'est finalement, où que ce soit le lieu où je travaille, quel que soit le contexte, quelle que soit la maladie, j'ai devant moi une personne qui doit recevoir un traitement. Et c'est là que je vais être utile. Mais j'ai de loin pas l'ambition, en tout cas moi-même, je ne suis pas une politicienne, de répondre à la question de comment on va pouvoir juguler le coût de ces caisses maladies qui nous étranglent toutes et tous. Alors, François vous a présenté comme une médecin, un médecin engagé, on l'entend dans vos propos. Est-ce que vous avez l'impression d'être une majorité de médecins, je dirais, engagés auprès des patients, ou bien est-ce que, à votre avis, ce n'est pas encore le cas? Moi, je crois que toute personne est engagée d'une certaine manière. Mon engagement est peut-être plus visible parce qu'il a été
visibilisée par les endroits où j'ai été, ou bien par le fait que j'ai eu la chance d'avoir accès à une parole publique, et puis aussi peut-être par rapport à ma mère. Donc voilà, cette parole a été publique, donc cet engagement-là a été visible, mais au quotidien, toutes les personnes que je vois s'engagent. Elles peuvent s'engager pour une personne, elles peuvent s'engager en politique, elles s'engagent pour le climat, elles s'engagent pour plein de choses. Je pense qu'il y a plein de manières de s'engager. Donc je crois que je suis largement pas unique par rapport à ça. Je pense que j'ai bénéficié d'une certaine visibilité et j'en suis ravie. J'ai pris ça parce que je l'ai pris comme un cadeau de pouvoir s'exprimer. Je l'ai vraiment pris comme quelque chose d'important. C'était pour moi un grand stress. Je n'ai pas été tous les soirs à la téléjournal, je vous dis tout de suite, parce que je n'aurais jamais supporté. Parce que je peux vous dire, et tous ceux qui m'ont vu préparer ces 2 minutes, 1 minute, 30 secondes avec Fanny Surcher ou Philippe Reva savent à quel point c'est stressant. Parce qu'en général, ils appellent à 16h. Bonjour Alexandra, vous avez 5 minutes à 7h30 pour venir oui, parlez de quoi? Oh, je te dirai sur le terrain, quand on sera là. Ah, mais il faut juste me dire quand même de quoi ça va parler. Alors là, je reçois en général un SMS avec il faut que tu parles de ça, ça, ça. Et ça, c'est 2 heures de travail. Sans compter qu'on n'a même pas le temps de se refaire le brushing. Bon, pour ceux qui sont des femmes dans la salle, comprendraient que malgré tout, c'est un souci. Mais enfin bref, donc c'est 2 heures de travail pour 1 minute de participation à cette parole publique. Donc pour moi, c'était une très grande responsabilité, cette parole publique. Souvent, j'appelais 2-3 de mes collègues, confrères, consoeurs, pour leur dire « T'es d'accord avec ça? Est-ce que tu crois que je peux dire ça? T'es d'accord? Je ne trahis pas ta pensée si je dis que l'hôpital est plein ou qu'on n'y arrive plus. » Et puis des fois, mes collègues m'ont dit « Alors si tu vas, en tout cas, dis-leur qu'on n'en peut plus. » Donc c'était pour moi cette responsabilité de transmettre quelque chose. Et je l'ai vécu comme oui, vraiment une chance de pouvoir le faire. Est-ce que le fait que vous enseignez aussi, ça vous a aidé? Parce que c'est vrai que vous étiez très clair dans vos explications, parce qu'on se dit toujours, oh là là, quand un scientifique ou un médecin arrive, il va parler avec un langage qu'on va comprendre, etc. Vous, c'était, vous et le docteur Pittet d'ailleurs, hein, on vous voyait tous les deux très souvent, vous étiez toujours très très clair. Est-ce que l'enseignement vous a aidé, au fond, à réussir à synthétiser tout ça en 1 minute et demie? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on enseigne à des jeunes de 20 ans, il ne faut pas avoir de certitude dans la vie, parce qu'ils sont capables de renverser tout ce qu'on dit. Et j'ai pas plus tard qu'avant-hier, j'ai donné un cours à des jeunes étudiants de 3e année de médecine sur le VIH-Sida. Donc on a traversé toutes ces périodes qui pour eux sont très anciennes. Et les questions comme ça un peu naïves qui leur arrivent, qui sont tellement intéressantes, chaque fois que je dois expliquer quelque chose qui me paraît, ça fait quand même des dizaines d'années que je raconte cette histoire sur le sida, et chaque fois ils sont capables de me faire une question où je leur dis « Bon, écoutez là, ça je sais pas. Donc je vais revenir vers vous, je sais pas. » Ils ont une espèce de fraîcheur comme ça qui effectivement nous remet en question. Je pense qu'en règle générale, c'est bien de se frotter à des gens qui sont d'une autre génération parce que on a, quel que soit d'ailleurs, plus jeune ou plus âgé, ou enfin différent. Et là, en l'occurrence, il y a 3 jours, c'était vraiment, j'essaie de me souvenir de leurs questions, mais c'était une histoire que le sida était dans le spermatozoïde pour toute la vie et que les gens ne pouvaient plus jamais faire amour. Enfin, l'histoire, j'ai écouté comme ça, je me dis, mais d'où ça sort ce truc-là? D'où ce jeune étudiant qui n'avait jamais entendu parler de ça me raconte un truc comme ça? Et puis je lui dis, attends, il faut que je comprenne d'où ça vient ta question, parce que là, j'arrive même pas à te répondre, parce que je comprends pas la question. Et donc, ouais, c'est intéressant. Le soir, on est là, on regarde Google, spermatozoïde, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Donc vous avez trouvé la réponse? J'ai trouvé la réponse, j'ai trouvé la réponse. Et donc, je lui ai dit qu'effectivement, il n'y a jamais eu de transmission à un partenaire sexuel d'une personne séropositive qui est traitée, que ça, c'est absolument clair, il n'y a pas d'histoire de spermatozoïde là-dedans, qu'on trouve des traces de VIH, mais que ça ne se transmet pas comme ça. Si les gens sont traités, il n'y a pas de transmission, et qu'il fallait juste qu'ils gardent ça comme message. Et il avait envie de creuser plus loin, et là je lui ai dit, maintenant je t'arrête, parce que le message que je veux que tu comprennes là, c'est ça. Et puis, je pense que là, j'espère qu'il a compris. Je dois dire que dans l'audience, j'étais très inquiète, parce qu'il y avait
2 de mes filles qui sont en 3e année de médecine et qui me faisaient des gros yeux au fond de la salle pour dire « Tu vas quand même pas parler de sexe devant mes copains ?» Et donc j'étais hyper stressée parce que je me suis dit, si je dis un mot de trop, je vais me faire... Mais c'est difficile de ne pas parler de sida sans parler de sexe. Donc voilà, alors j'avais mes 2 filles au fond qui me regardaient, qui m'envoyaient même des SMS, j'étais toute stressée. Donc, vous aviez la censure. Oui, j'avais la censure devant moi, elles étaient là. Je les connais un peu, donc quand je voyais qu'elles tournaient la tête comme ça, je savais qu'il fallait que, ma foi, c'était trop pour elles, il fallait que j'arrête. Est-ce qu'elles sont là au fond? Non, elles ne sont pas là au fond de la salle, j'ai le droit de parler aujourd'hui. Très bien. Mais pas trop de sexe parce qu'il y a mon mari. Mais il dit rien, il est très gentil. Très bien. Ben, écoutez, on va voir si la salle a des questions qui vont vous surprendre, Alexandra. Merci beaucoup de votre présentation. Je ne vais pas vous poser de questions sur le sexe, mais sur la grippe aviaire et sur sa transmissibilité. Oui. Oui, exactement. Donc la grippe aviaire, vous avez vu, c'est, comme son nom l'indique, une grippe qui circule aujourd'hui chez les oiseaux sauvages. Et les poules, les canards, etc. Et donc beaucoup d'élevages ont dû être tués, sacrifiés pour cette grippe aviaire. Aujourd'hui, la transmission interhumaine de la grippe H5N1 est extraordinairement rare, exceptionnelle, et n'a lieu que lorsqu'il y a un contact direct entre une volaille et par exemple un éleveur ou quelqu'un qui se ferait griffer, mordre par la volaille. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de transmission interhumaine de cette grippe aviaire. Ça veut dire qu'elle ne circule pas. Si cet éleveur l'attrapait, par exemple, il ne va pas la transmettre à sa femme ou à sa fille. Donc ça, je dirais qu'aujourd'hui, ça nous protège. Ce que tout le monde craint, évidemment, c'est que ces virus, comme on l'a vécu avec le SARS-CoV-2, comme on l'a vécu avec d'autres grippes, on a peur que les récepteurs de cette grippe aviaire se transforment, s'adaptent, s'ajustent, mutent, et dans cette mutation, soient capables de s'adapter aux récepteurs humains. Aujourd'hui, les récepteurs humains, nos récepteurs au fond de la gorge, puisque c'est quand même quelque chose qui se transmet comme le SARS-CoV-2, comme le Covid par les voies aériennes, aujourd'hui, on n'a pas les bons récepteurs. On ne peut pas être atteint par ce virus. Il ne se transmet pas comme ça entre nous. Donc ce que tout le monde craint, c'est que ce virus se transforme, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien sûr, hein, ça je le redis et je le redis. Donc que ce virus se transforme et s'adapte aux récepteurs humains, et puis soit capable, à un moment donné ou à un autre, d'infecter les humains et de se transmettre, encore plus grave, d'humain à humain. Donc pour l'instant, ça n'est pas le cas, donc il ne faut pas non plus crier au loup, mais c'est la raison pour laquelle on est très vigilant, que oui, des dizaines de milliers de volailles sont abattues, etc. Donc mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, de la grippe, c'est pas quelque chose de récent. Monsieur. Merci. À vous écouter, vous avez un langage militant, vous avez une expression quelquefois qui est militante, et on peut se demander si cette volonté de ne pas rentrer en politique n'est pas en fait juste à la bordure, parce que lorsqu'on a écouté votre mère qui nous a parlé ici l'année passée, on sent quand même un certain atavisme. Est-ce que vraiment vous n'allez pas rentrer en politique? C'est un piège. Non, c'est pas un piège. J'ai beaucoup d'admiration, je le dis toujours. Dans la famille, il y a eu beaucoup de politiciens. Mon grand-père, si je me souviens bien, c'est juste. Hein. Ma tante, qui est ici présente, qui était aussi une politicienne aguerrie. Ma mère, évidemment, que vous connaissez. Et donc, j'ai vécu la politique. Je sais ce que c'est la politique. C'est peut-être quand même pour ça que je ne suis pas absolument certaine de vouloir y rentrer. C'est que j'ai vu que la politique, c'était énormément de travail. C'est beaucoup de travail. La politique, c'est pas juste les paillettes. Il y a aussi tout le travail derrière. Et puis, c'est un métier, malgré tout ce que diront ceux qui... Je crois que c'est un métier. Moi, je ne pourrais pas faire 2 métiers aujourd'hui. Je ne crois pas que j'aurai la possibilité de continuer à soigner des gens, à me perfectionner dans mes connaissances et en même temps de faire de la politique. Mais par contre, pour répondre à votre question, je ne l'exclus pas. Mais pas maintenant. Je voudrais encore une fois vous remercier infiniment de votre exposé.
vous avez fait preuve d'un humanisme merveilleux. D'entendre un médecin qui parle de cette manière, c'est réconfortant pour tous. Après cet éloge, je voudrais juste vous demander ce que vous pensez de la polémique actuelle qui a lieu concernant l'origine du Covid. On est en train de reparler de cette fuite de laboratoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. L'origine du Covid, c'est quelque chose d'absolument... c'est un roman policier. En fait, il y a 4 agences aux États-Unis qui sont des agences de renseignement. Et sur ces 4 agences, il y en a une qui a émis la possibilité que le SARS-CoV-2 vienne d'une erreur de laboratoire, qu'il se soit échappé d'un laboratoire. Les 3 autres agences, une a dit non, et 2 autres ont dit que c'était possible, mais probablement pas le plus vraisemblable. J'ai évidemment pas la réponse. Ce qui a été très malheureux dans cette histoire, c'est qu'au moment où on aurait peut-être pu avoir la réponse, c'est-à-dire juste après le début et le déclenchement de cette pandémie, en novembre-décembre 2019, l'équipe de l'OMS qui s'est rendue en Chine n'a pas eu accès, comme vous savez, au laboratoire, n'a pas eu accès aux séquences des virus des chauves-souris, parce qu'on pense quand même que ce virus, tous les coronavirus sont chez les chauves-souris, ça, il n'y avait pas de doute qu'ils existaient déjà, ces virus-là. Et donc, l'équipe de l'OMS n'a pas eu accès à ces informations. Je ne suis pas absolument certaine qu'un jour, on pourra répondre à la question, parce qu'on est déjà tard dans l'investigation. C'est comme les enquêtes policières, c'est dans les 48 premières heures qu'on est les meilleurs, puis après, c'est plus difficile de trouver la vérité. Donc, je ne sais pas s'il y aura la vérité. Mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'on a déjà eu la grippe H1N1 de 1977. Ça, on sait qu'elle a été réintroduite. Après 1918, la grippe H1N1, elle a disparu de la circulation, on ne l'a plus vue. Elle avait tué des millions de personnes et on ne l'a plus vue. Et puis elle a réapparu en 1977, le H1N1. Comme vous savez, il y a plein de noms de grippes différentes. La grippe aviaire, c'est H5N1, mais la grippe qui circule d'ailleurs maintenant, c'est aussi une H1N1. Et le H1N1, qui avait disparu de la surface de la planète pendant des décennies, est réapparu en 1977. Et là, on a su que c'était une fuite d'un laboratoire en Russie. Ça, on l'a su. Ça, c'est avéré. Donc, ça existe. On peut dire que ça existe et que ces virus-là, qui viennent d'un laboratoire ou d'un pangolin au marché de Wuhan, ça ne change finalement pas grand-chose. Parce que ces virus-là, ils sont amenés après à se disséminer à la faveur de la civilisation. Le sida s'est disséminé par bateau, par pirogue, le SARS-CoV-2, lui, s'est disséminé en 48 heures par avion. Il a utilisé les moyens à disposition de la mondialisation. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si on aura un jour la vérité, parce que je ne sais pas si on pourra retourner en Chine, faire des investigations libres et transparentes. Je n'ai pas la moindre idée. Peut-être les diplomates dans la salle peuvent répondre à ça. Moi, je ne sais pas si on arrivera à savoir ça. Mais finalement, quelle que soit la façon dont ce virus est réapparu, ça ne change pas énormément la manière dont on doit gérer ce virus. C'est peut-être une des choses qui m'a, en tout cas moi, rendue sensible à cette pandémie du Covid-19, c'est que je pense que les leçons qu'on apprend à chaque fois qu'il y a des crises, comme la crise du sida ou la crise qu'on a vécue en condensé, finalement, le SARS-CoV-2 en condensé, on a vécu cette crise, c'est que au final, on arrive toujours aux mêmes solutions. C'est-à-dire il faut traiter le plus de monde possible, le plus rapidement possible, que tout le monde ait accès à batterie, etc., etc. Et ça, quelle que soit la crise, c'est la même chose. Mais peut-être je peux revenir sur la question de l'origine. L'origine du sida, on a mis, laissez-moi calculer, je suis mauvaise en calcul mental, mais des dizaines d'années avant de savoir que le sida venait en fait d'événements de transmission de certains singes, pas tous, et pas les mêmes types de sida venaient des mêmes singes. Donc les gorilles, c'était le groupe O, les chimpanzés, c'était le groupe 1, le Souti-Mangabé, c'était le groupe 2. Et donc on a mis des dizaines d'années pour comprendre d'où venait le sida. Alors le sida ne vient pas d'un laboratoire, mais il vient d'événements de transmission du singe à l'homme. Le SARS-CoV-2, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Je ne sais pas si on aura la possibilité de faire les investigations, mais si un jour on a la possibilité de faire ces investigations,
eh bien peut-être qu'on trouvera d'où ça vient. Ce qui est certain dans le SARS-CoV-2, c'est que le marché central de cette ville de Wuhan était une telle proximité entre l'homme et l'animal. Alors j'y ai pas été, mais la semaine passée, il y a eu une grande conférence qui a montré des images absolument incroyables de ce marché de Wuhan, où la proximité entre l'homme et l'animal est telle que ça paraît le meilleur endroit pour favoriser la transmission d'un virus, quel qu'il soit. Peut-être celui-là venait d'un laboratoire et puis il est arrivé un jour chez un animal, mais la transmission de l'animal à l'homme, elle est liée à cette grande concentration qu'il y avait en Chine d'animaux les plus sauvages possibles, qui n'ont pas leur place finalement dans une ville de 10 millions d'habitants, ou plus que 10 millions d'ailleurs à Wuhan. Donc ce rapprochement entre la faune animale sauvage et l'homme, qui est lié à plein de facteurs, et je ne vais pas vous les dire, je ne les connais pas tous, est vraiment délétère. Et je pense qu'il y aura d'autres introductions de virus sauvages à l'humain parce que l'homme est de plus en plus près, on vit de plus en plus près. Et d'où ce concept qui devient maintenant très très à la mode, vous avez peut-être déjà entendu parler des conférenciers célèbres qui parlaient de One Health, c'est-à-dire si on veut améliorer la santé humaine, il faut penser à la santé animale parce que c'est si on veut éviter que ces virus se transmettent, il faut comprendre qu'est-ce qui circule aussi chez l'animal. Et ça, je crois que c'est, pour les futurs étudiants en médecine, les fameux là, qui étaient dans la salle hier et puis qui étaient tout rigolés de sexe, tellement ils n'osaient pas en parler, et bien ceux-là, ces étudiants-là, ils ne pourront pas probablement se contenter de travailler en virologie humaine. Ils devront comprendre l'écosystème dans lequel on vit pour savoir comment stopper ces pandémies avant qu'elles ne surviennent. Je pense. Je ne sais pas, j'ai répondu un peu longtemps à votre question. Et pour les vétérinaires, c'est pareil aussi. Bien sûr, oui. Bien sûr, par exemple, dans la grippe H5N1, on vaccine les vétérinaires pour la grippe, en se disant, bon, on ne sait pas si ça va marcher sur celui-là, mais en tout cas, on vaccine les gens qui sont en contact proche avec... vous voyez, il y a vraiment un lien entre la santé humaine et la santé du monde animal. Merci madame, merci beaucoup pour avoir vulgarisé et rendu accessible des choses qui sont très 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 complexes. Toutefois, j'ai une question qui concerne, vous avez parlé de la maladie, du Covid, qui a été traité d'une manière extraordinairement rapide par des médicaments ou des substances qui sont arrivées extraordinairement rapides sur le marché, où on nous a tous dit, il faut prendre ça, on a tous fait le vaccin, le deuxième, le troisième, le quatrième, et d'autres je ne sais combien. Ce qui me surprend, c'est qu'on s'est tous précipités un peu comme des moutons là-dedans. Et certains en sont morts, hein, certains en sont morts, même beaucoup. Et étonnamment, moi, j'entendais récemment dans une soirée des gens avertis, scientifiques, dire, ben, ma foi, la mortalité, elle est proportionnelle au nombre de vaccins que les gens ont reçus. Alors, je vous pose une question, ok, c'est fait, on ne changera pas. Mais maintenant, sur l'avenir, vous avez probablement, vous, dans votre métier, dans votre pratique, identifier peut-être, je l'espère, identifier des prochains virus ou de prochaines maladies qui peuvent venir. Et est-ce que vous travaillez déjà à éradiquer ou à des substances qui permettront de nous protéger aujourd'hui déjà ou demain de ces nouvelles maladies qui arriveront, donc je pense que vous ne ferez pas obstacle à dire que finalement on aura de plus en plus de ce genre de problèmes. Merci beaucoup. Mais de rien. Bon, la question des vaccins, c'est un sujet sur lequel on peut évidemment débattre. Je crois qu'il faut se souvenir que le Covid a tué beaucoup de gens. Le Covid de fin 2019, début 2020, disons mars 2020, au HUG, vraiment les gens mouraient. Ils mouraient vite et jamais, je pense, personne, alors à l'époque on n'avait pas de vaccin bien sûr, mais je me souviens que toutes les discussions par rapport au fait de donner ou pas l'hydroxychloroquine, du Kaletra, etc., étaient des discussions qu'on faisait avec les personnes qui étaient malades. Jamais on a dit vous devez prendre ça. C'était toujours une discussion, je vous ai parlé de l'incertitude au tout début de la discussion, on ne savait pas si ça serait efficace, on n'était pas sûr, personne ne pouvait le savoir, on avait 2 mois de recul sur une maladie qui tuait. Et donc, bien sûr, la discussion la plus importante était avec les personnes, voilà, on n'a pas de médicaments validés, que ce soit clair, il n'y en a pas,
On ne peut pas l'inventer. Mais on a un médicament que telle ou telle personne a dit que dans tel ou tel pays que ça pouvait être utile. On en dispose à Genève. Est-ce que vous souhaitez le recevoir? Est-ce que vous voulez le recevoir? On n'a pas traité les gens comme des cobayes. On leur a demandé s'ils voulaient recevoir quelque chose. Et je peux vous dire que la plupart des gens étaient avides de recevoir quelque chose. Parce que sinon, le cours de la maladie était tellement imprévisible. On ne pouvait pas dire « Ah ben vous allez vous en sortir sans problème, puis vous allez faire 3 semaines de soins intensifs, intubés. » Et cette incertitude était invivable pour les patients, pour les médecins, pour les infirmières, pour tout le monde. Pour planifier quoi que ce soit, c'était invivable. Donc, il a fallu que cette incertitude soit entendue et comprise. Or, les gens, les journalistes sur la télé, on disait « Ah, mais ça marche ou pas ?» Eh bien, on ne sait pas. Je suis désolée de vous dire qu'on ne sait pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toute personne qui prendra ce médicament, ce vaccin, aura la possibilité de revenir vers nous si elle a des effets indésirables, de nous dire, de faire un feedback. C'était important, on n'avait pas de recul. Maintenant, on a 3 ans de recul. Ça vous paraît énorme, mais en médecine, c'est rien du tout, 3 ans de recul. La plupart des médicaments que tout le monde dans la salle utilise, qu'on utilise tous, vous prenez du paracétamol, on a des dizaines d'années de recul. Je peux vous dire exactement les effets indésirables auxquels vous pouvez vous attendre en prenant tel ou tel médicament. On ne pouvait pas le dire. Mais on avait une obligation sanitaire, je dirais, devant cette urgence, devant les gens qui étaient tellement malades, de proposer des choses qui n'étaient pas validées. C'est vrai, on l'a fait. Et je pense qu'on le referait encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut mieux se préparer. On n'a pas été bien préparé pour le SARS-CoV-2, mais on peut mieux se préparer. Pour la grippe, par exemple, pour reprendre votre exemple, aujourd'hui, je sais que le Conseil fédéral fait des réserves du Tamiflu, parce qu'on pense que le Tamiflu va marcher. Alors on pense, évidemment, on n'est pas sûr, hein, mais on pense que ça pourrait marcher sur cette grippe-là, le H5N1. Donc on fait des stocks de nouveau pour essayer de savoir. Et puis, les fabricants de vaccins, ils nous ont dit, bon, cette grippe, il faut changer de vaccin chaque année, les gens ils en ont marre. Bon. Alors, ils essayent de travailler sur un vaccin qui serait commun à toutes les souches de grippe. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Mais dans le vaccin qu'on a aujourd'hui en Suisse, le Fluaris Tetra, il y a 4 modèles différents de virus de grippe dedans. C'est déjà pas mal, 4. C'est mieux que 1 ou 2. Donc, on essaye de se prémunir en travaillant pour avoir des vaccins qui soient plus génériques, c'est-à-dire qui s'occupent de la grippe et pas seulement de la petite partie de la grippe 1 ou 2 ou 3, mais de toutes les grippes. Pareil pour le Covid, d'être un peu plus, voilà, d'avoir des vaccins qui protègent plus largement, et puis des médicaments qui soient des antiviraux plus globaux, qu'on prenne un antiviral contre tous les virus, ça serait l'idéal. Hein, si vous n'avez pas besoin de savoir si c'est un Covid, une grippe, un rhume, un adénovirus, un RSV, que sais-je encore, et que tac, on ait un antiviral que vous prenez qui combat tous les virus. Ça nous aiderait à préparer la pandémie d'un prochain virus. Donc, bien sûr, je crois que maintenant la communauté scientifique y travaille. Merci beaucoup, c'était très intéressant ce que vous avez dit. Je voudrais savoir une chose. Vous avez dit peut-être on trouve un virus qui est général, n'est-ce pas? Mais c'est pas vrai aussi que les virus peuvent changer. C'est-à-dire, ce qui est bon aujourd'hui, après 5 ans, 6 ans, doit être changé, car le virus aussi va changer à cause de cette... C'est une bataille, c'est une guerre infinie. Infinie, mais j'espère pas perdue. Parce que les virus, ils ont quand même des composants communs à l'intérieur. Un virus, c'est un parasite. Hein. Déjà, il n'a pas le droit, il ne peut pas vivre tout seul. Il ne peut se multiplier que dans le corps de quelqu'un. Donc, il a des composants essentiels, qui lui sont essentiels. Si on arrive à trouver... Alors peut-être pour tous les virus, je suis vraiment très optimiste, mais peut-être pour tous les types de Covid ou pour toutes les grippes, on trouve un médicament qui soit efficace, ça serait déjà une très bonne nouvelle. Et pour la grippe, par exemple, c'est quand même le cas, puisque le Tamiflu semble efficace contre des formes de grippe qu'on n'a pas encore expérimentées.
Pour le Covid, on a des médicaments comme le Paxlovid qui semblent efficaces sur toutes les souches qui existent maintenant. Alors je ne sais pas s'il va être efficace contre toutes les souches qui vont apparaître, mais quand même, il a été suffisamment robuste pour couvrir toutes les souches qu'on a jusqu'à maintenant. Donc l'idée, c'est de creuser sur cette voie-là, qu'on ait de plus en plus de médicaments robustes, quelles que soient les mutations. Il faut quand même dire que le virus qui a gagné dans la campagne des mutations du monde, si on disait qui c'est qui a gagné la meilleure mutation, ou toutes les mutations, ça reste le sida. Le sida, c'est comme une boule dans une boîte, une discothèque. Ça mute toutes les secondes, des milliards de fois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas de vaccin pour le VIH, parce que tellement il change. Et pourtant, vous voyez, on a quand même réussi à trouver des médicaments qui combattent, qui contrôlent ce virus. Donc, je suis assez optimiste qu'on peut trouver des médicaments suffisamment robustes pour être administrés pour un grand nombre de virus qui, même avec des changements, des mutations, garderont une sensibilité à ces médicaments. Je crois que c'est possible. On le voit quand même pour la grippe, on le voit quand même pour le Covid aujourd'hui. Donc je pense qu'on n'est pas si loin de cet optimisme-là. Merci beaucoup. J'ai une question, je ne sais pas si vous serez capable d'y répondre. Si on n'avait pas eu les vaccins contre le Covid, combien on aurait eu de morts et comment on aurait vécu aujourd'hui? Je pense qu'il y a deux parties dans votre question. Il y a aujourd'hui, et puis il y a une année et demie. Il y a une année et demie, la difficulté majeure, et ce qui rendait les gens très malades, c'est que personne n'avait d'immunité contre ce virus. Personne ne le connaissait. Ce SARS-CoV-2, notre corps ne l'avait jamais vu. Donc il répondait un peu à la va comme je te pousse. Certains y répondaient plutôt bien parce qu'ils avaient des bons gènes, et puis d'autres y répondaient pas bien parce qu'ils avaient, ma foi, pas les... Mais personne ne pouvait savoir qui allait bien répondre ou qui n'allait pas répondre. Donc dans cette période-là, je crois vraiment que les vaccins ont sauvé des vies. Ce que moi j'ai observé, vraiment, au lit des patients, c'est que les patients qui étaient vaccinés en décembre 2020, quand on a commencé, les patients vaccinés n'étaient pas dans les lits d'hôpitaux. Ceux qui étaient dans les lits d'hôpitaux et qui ont eu des maladies très graves n'étaient pas vaccinés. Ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Je ne peux pas vous donner les statistiques, je ne suis pas épidémiologiste, mais je l'ai vraiment vécu de près. J'ai vu des patients dire « si j'avais su, je me serais vacciné ». La question aujourd'hui est différente. Aujourd'hui. Parce que tout le monde, alors vraiment, je ne sais pas qui n'a pas eu un Omicron. Tout le monde a eu une de ces souches qui circulent. On a tous eu Covid, même des fois on n'est pas absolument sûr, mais je pense que tout le monde a eu Covid. Peut-être la grande majorité ont été vaccinés. La plupart des gens ont reçu au moins une dose de vaccin et la plupart des gens ont eu au moins un Covid. Donc on n'est plus du tout dans cette situation-là. Aujourd'hui, que vous ne fassiez pas votre 4e ou 5e dose, je veux dire, tout le monde a eu un Covid, tout le monde a eu une fois une dose de vaccin. Votre corps, il l'a vu, ce virus maintenant, comme il a vu la grippe standard, je ne parle pas de la grippe aviaire. Donc, je crois que la gravité de la maladie qu'on va faire, si on n'a pas d'autres maladies graves, je crois que la gravité de la maladie va être gérable. On va s'en tirer avec une bonne grippe ou un bon syndrome grippal, mais on va se tirer de ce Covid. Mais je pense que la situation, avec ou sans vaccin, aujourd'hui, je pense que vraiment, sincèrement, quand les premiers vaccins sont arrivés, ils ont sauvé des vies. C'est beaucoup plus facile que les étudiants de 3e année, quand même. Bonsoir. Tout récemment, le N77 a publié un article statistique que 70% des médecins assistantes veulent quitter le métier. Et 4 sur 5, j'ai ici cette graphisme, 4 sur 5 ont fait une erreur pendant son travail à cause de la fatigue. Que pensez-vous de la future de ces métiers de conditions? Comment les médecins travaillent? Et je ne sais pas si je peux répondre en quelques minutes. C'est tragique ce que vous dites. C'est tragique. Oui, je vous crois, mais c'est tragique de devoir quitter un métier pour lequel on a sacrifié des années d'études, de travail, etc.
c'est vraiment tragique. Mais c'est vrai, je l'entends aussi autour de moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens sont fatigués. Alors, sur la deuxième partie, je n'ai pas de réponse claire à ça. J'espère qu'on peut réenchanter le métier de médecin. Ça, c'est mon souhait. Je suis aussi vice-doyenne à la faculté de médecine et je sais qu'on essaye de rendre le métier plus attractif, avec des formations qui soient un peu plus interactives. Enfin, on essaye vraiment de réenchanter ce métier. On sent qu'il y a eu, après Covid, un désenchantement de ce métier. Mais je n'ai pas la baguette magique pour réenchanter le métier. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours le patient qui arrive vendredi soir à 18h, ça je peux dire, c'est vraiment la caractéristique, et ma foi, c'est comme ça. Donc j'ai pas la baguette magique pour réenchanter le métier, mais je pense que ça doit être notre objectif. Et il y a des choses qu'on a fait, les mi-temps maintenant, les temps partiels sont largement acceptés dans nos hôpitaux. Les gens ne s'installent plus tout seuls dans un cabinet comme il y a 20 ans, ils s'installent dans des cabinets de groupe. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que le métier soit plus attractif. Donc ça, je crois que c'est important. Par rapport aux erreurs, c'est un point très sensible. Je crois que l'erreur fait partie aussi du métier. C'est-à-dire, il y a bien sûr la fatigue, joue un rôle, plein de choses. Mais il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des gens qui font des erreurs dans ce métier. Et je pense qu'il faut, je me permets de le dire comme ça, parce qu'il faut toujours en parler avec les personnes auxquelles c'est arrivé. Ça arrive vraiment sur une base quotidienne dans les hôpitaux. Pas parce que les gens sont toujours mauvais, méchants, pas attentifs ou fatigués, mais parce que ça fait partie le processus médical est compliqué. Et on peut faire des erreurs. Je le dis comme ça parce que c'est important, des fois les gens disent « Oh, mais là, il y a eu une erreur, j'étais venue à l'hôpital, j'avais mal au ventre, ils n'ont même pas vu que j'avais une appendicite. » Oui, c'est peut-être une erreur, on aurait peut-être pu le voir, mais peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vous dis juste ça par rapport à l'aspect de l'erreur, je pense que c'est une notion importante. Mais sur le réenchantement du métier, ça, je crois que ça mérite un approfondissement et je n'ai pas la baguette magique pour réenchanter tous nos jeunes médecins. Je suis pas mal entourée de personnes qui ont eu des Covid longs, mais longs des mois. Mais personne n'a de réponse chez les médecins chez qui ils vont. Ils sont fatigués, patati, mal à la tête, donc pas bien et tout. Qu'est-ce qu'on fait pour les Covid longs? Oui, alors vous dites c'est une question courte, mais c'est une question longue comme le Covid. Mais je vais y répondre, le Covid long. Donc d'abord, encore une fois, voilà une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas. Il faut quand même le dire. Donc les gens disent il n'y a pas de médicament. Ben non, il n'y a pas de médicament parce que c'est difficile de développer un médicament pour une maladie qu'on ne connaît pas. On connaît cette maladie depuis 2 ans, imaginez, comparé avec n'importe quelle autre maladie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais faire une petite dégression, vous allez comprendre pourquoi. Le deuxième point, c'est qu'il faut accepter qu'on fasse aussi de la recherche clinique. Parce que il y a au HUG, j'allais dire ici, mais on n'est pas au HUG, il y a au HUG une étude clinique qui fait des injections d'un nouveau médicament pour combattre le Covid long. Et là, mes collègues disent on a de la peine à recruter des participants à cette étude parce que les gens disent ah mais moi je veux pas être un cobaye. Donc vous voyez, il y a 2 choses. D'une part, on ne connaît pas bien cette maladie. Vous avez parfaitement raison, on la connaît pas bien. Donc les médecins sont impuissants. Et d'un autre côté, il faut qu'on encourage les personnes, les chercheurs, les chercheuses qui font de la recherche. Et que si on veut savoir si cet anticorps va fonctionner, moi je ne sais pas s'il va fonctionner, eh bien le seul moyen, l'unique moyen de le savoir, c'est que des gens le reçoivent et puis nous disent ben non, là ça m'a vraiment pas aidé votre truc, ou bien au contraire ça m'a aggravé, ou ça m'a fait du bien. Mais si on n'a pas de recherche clinique ici en Suisse faite dans notre pays, on ne pourra pas répondre à cette question. Donc c'est vrai, les médecins se sentent très impuissants aujourd'hui face au Covid long, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a des études qui sont en cours pour essayer de mieux comprendre cette nouvelle maladie. J'ai une question un peu d'ordre général, je reviens en arrière. Si vous avez parlé d'enquête policière par rapport au virus et du suivi, etc., par rapport à l'intention, à une intention d'un pays ou à une guerre bactériologique ou je ne sais pas, des choses comme ça, est-ce que c'est
de la science-fiction ou surréaliste d'y penser, ou est-ce que moi des fois je me dis si j'étais terroriste j'irais bien dans ce domaine pour chercher un bon virus et voilà. Est-ce que c'est surréaliste? Moi je pense à ça, j'ai des jeunes qui m'ont posé la question aussi justement. Eux sont voilà, ils ont une imagination, ils ont besoin d'être rassurés et voilà. Oui, il y a eu beaucoup de films sur la question. Alors, sur ce que les Américains ont dit par rapport au virus, cette fuite de laboratoire, je crois, en tout cas tout ce que j'ai lu me fait penser que même si c'était une fuite de laboratoire, elle n'était pas intentionnelle. En tout cas, j'ai entendu personne parler d'une fuite intentionnelle de ce virus. Bon, après, je ne suis pas dans les petits secrets, mais je n'ai pas entendu de fuite intentionnelle. Si c'est une fuite de laboratoire, il ne semble pas qu'elle ait été intentionnelle. Voilà, ça c'est peut-être... même, je crois que moi, ce que j'ai lu et entendu, c'est que peut-être même ça serait une des personnes qui travaillait dans ce laboratoire qui se serait fait griffer par une chauve-souris, mais qui s'en est pas rendu compte. Donc, vous voyez, bon, voilà, il y a beaucoup de manières de sortir le virus animal pour le faire rencontrer l'homme. Il y a beaucoup de façons, et pas forcément une façon intentionnelle. Maintenant, les terroristes, on connaît, et la CIA a une liste assez longue, je crois, que je ne connais pas, mais d'agents qu'on peut utiliser, d'agents pathogènes. Les virus ne sont pas les seuls en cause. Hein. Il y a l'anthrax, voilà, il y a d'autres, la peste, il y a d'autres pathogènes qui rentrent dans la liste des terroristes. Vous vous souvenez peut-être des enveloppes avec de la poudre blanche, voilà. Donc, bien sûr, tous les laboratoires sont extraordinairement contrôlés, normalement, pour que ces pathogènes ne sortent pas de leur laboratoire. Après, la grande question, c'est, il y a eu à un moment donné un débat éthique. Est-ce qu'il faut garder le virus de la variole, par exemple, il faut le garder quelque part vivant pour un jour pouvoir mieux comprendre s'il se passe quelque chose, ou bien est-ce qu'il faut vraiment éliminer tous ces virus jusqu'au bout si on n'en a plus besoin parce qu'on a tellement peur qu'il soit mal, qu'un terroriste ou une organisation X ou Y les utilise. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais ça aussi c'est une question de société. Ce n'est pas le laboratoire X ou Y qui doit répondre à ça. C'est notre société qui doit dire, eh ben, c'est trop dangereux, on ne peut plus garder ces virus, c'est trop dangereux, on ne les veut pas. Il y a eu, il y a 2 ans, une grande discussion sur les virus aviaires de la grippe, où on disait... il y a certains chercheurs qui avaient regardé quelle mutation sur ce virus lui permettrait d'être très bien transmis à l'homme. Et vous imaginez, si ce virus très bien transmis à l'homme sort du laboratoire, ça serait une catastrophe. Et bien, il y a eu vraiment un débat dans les journaux scientifiques qui n'a pas été tranché à ma connaissance, hein, je ne suis pas une virologue de laboratoire, de savoir si oui ou non on pouvait prendre ce risque-là. Est-ce qu'on peut prendre ce risque de trafiquer des virus au laboratoire dans l'idée, bien sûr, qu'on pourra mieux y répondre, mieux trouver un vaccin, etc., parce qu'on aura mieux compris, on connaît la mutation de ce virus, ou est-ce qu'il ne faut jamais faire ce genre d'expérimentation, parce que peut-être ce virus va sortir, parce que le mec au laboratoire, il se plie, il se gratte, enfin, je ne sais pas. Et ça, c'est une question que la société doit trancher, et à mon avis, ce n'est pas aux chercheurs de trancher ça. C'est vraiment une question de société. Et moi-même, je n'ai pas la réponse. Je suis assez... quand j'ai entendu ça, la première chose que je me suis dit, ils sont fous de faire ça. C'est complètement fou d'aller manipuler ces virus, parce que personne ne sait quel degré de sécurité on a besoin pour éviter que ces virus circulent. Mais d'autres ont dit, oui, alors quand il va circuler, ce fameux H5N1, eh ben, comme ça on aura déjà un médicament. Alors vous pouvez voter. Merci beaucoup, Alexandra. C'était passionnant. Merci infiniment. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour vos questions, pour vos réactions. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt, j'espère. Merci.